Bonjour à tous et bienvenue à tous à ces conférences que nous organisons de manière digitale. Vous savez, Think Éducation s'est transformé en e-Think Éducation et Recherche et c'est la première matinée. Nous avions Anne-Sophie Barthès et Martin Hirsch qui ont ouvert notre colloque ce matin. Ils viennent d'achever leur conférence, leur intervention, leur duo. C'est comme ça, c'est la formule qu'on a adoptée pour commencer chaque matinée, un duo. C'était passionnant, évidemment, vous en dotez. Et on va rentrer dans le dur de nos préoccupations dans l'enseignement supérieur. C'est le temps de parler diplôme, admission, scolarité, sécuriser les processus grâce au numérique. C'est un thème très important, hein. On le verra au moment où l'enseignement voit croître le nombre d'étudiants. En France, bien entendu, mais aussi dans le monde, c'est un phénomène de masse. De nouvelles problématiques émergent avec plus d'acuité, et notamment celle de la sécurisation, celui de la sécurisation des process d'admission et de recrutement. Et oui, la valeur d'un diplôme, c'est ce qu'il recouvre en réalité en matière de formation, d'employabilité, de potentiel et de confiance. Hein. Muriel, quand on est diplômé de l'ESCP, on a confiance dans le SCP. Et dans ce monde numérisé, les occasions de fraude, d'approximation ou d'erreur sont évidemment nombreuses. Raphaël, il n'y a pas que des fraudes, hein. Il peut y avoir des erreurs, des oublis ou des omissions. Et c'est pour ça que Vérifié Elisabeth aussi, hein, vous nous direz. Alors, avec le spécialiste aujourd'hui reconnu, hein, c'est ce que disait Vérifié Diploma, pour rendre les parcours, alors je cite, hein, pour rendre les parcours des candidats plus clairs aux yeux des recruteurs ou des établissements, nous allons brosser un rapide panorama de la situation et voir comment les établissements sont confrontés à cette situation et pourquoi ils ont recours à un tiers de confiance. Hein. C'est comme ça qu'on qualifie une entreprise comme Veridiploma pour sécuriser les profils qui entrent chez eux ou qui en sortent, bien entendu, et qui rencontrent des recruteurs. Autour de cet habillement, quelqu'un, mais pour le moment, Raphaël Mélinon, je vous ai salué, vous êtes DGA, ça veut dire directeur général adjoint, commerce et marketing, et ça, c'est vérifié et contrôlé chez Veridiploma. Bonjour Raphaël. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Zaborano, vous êtes responsable opération France et internationale, chez Veridiploma également, avec un lovely accent, on verra tout à l'heure, et on parlera également de ces problématiques. Muriel, vous êtes, alors là, est-ce que vous êtes à l'ESCP? Je suis à l'ESCP, tout à fait. Alors, on appelle maintenant l'ESCP BS, évidemment, on appelle plus… Il y a eu plein de noms, ESCP Europe, ESCP tout court, ESCP BS, ça veut dire Business School, et vous êtes, alors je vais le dire en anglais, on va se faire plaisir, Head of Admission Department, et vous êtes chargé du recrutement international. Oui, responsable des admissions, oui, tout à fait. Voilà, et international, a fortiori, puisque il y en a beaucoup qui viennent suivre les MS, les MSI, et toutes les formations que vous proposez à 2 pas de la République, en présentiel ou à distance. Et sur les autres campus d'ailleurs, puisque on rappelle que l'ESCP est implanté sur 4 grandes capitales, 4 ou 5, 4, 5. Alors, Turin, qui n'est pas la capitale, mais Turin, Londres, Madrid, Berlin et Varsovie. Ben voilà, donc tout est dit, ou presque, et on aura Marine Grolet, gestionnaire de diplôme et transfert à l'Université de Toulouse, un Capitole. Elle est là, mais ça, c'est vraiment, vous avez vu, c'est de la scénographie, hein. C'est une série. Vous arrivez au moment où je parle de vous, Marilyn. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Reculez un peu, prenez un peu de recul. J'ai eu un peu de soucis pour me connecter, donc je suis passée par mon téléphone, en fait. D'accord, alors on vous entend de très très loin, mais avec vous, on verra comment vous êtes sollicité pour répondre aux recruteurs et comment vous vous êtes organisé pour justement organiser un flux d'informations. Je vais avoir mal à la tête si vous continuez de bouger votre téléphone. Je voudrais le caler quelque part. Bon. Oui. Là alors, pendant que vous calez le téléphone, je vais demander à Raphaël de nous dresser ce que j'appelle la big picture. Hein. Quelle est la situation? Parce que, évidemment, cette situation, on la connaît ou on ne la connaît pas, mais avec l'augmentation et l'explosion du nombre d'étudiants, eh bien, la situation est modifiée considérablement. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide rappel des faits. Donc, on a remarqué 3 tendances notables. Comme vous le disiez, Gilbert, en introduction, il y a une forte augmentation du nombre d'étudiants qui rentrent dans le supérieur. Hein, des chiffres communiqués par le ministère de l'Enseignement supérieur ont mis en avant que les inscriptions ont été multipliées par 8 en 50 ans. Donc, c'est vraiment un chiffre significatif. Et ce qui représente, hein, si on prend des chiffres plus récents, pour les inscriptions 2019-2020, il y a eu plus de 2,73 millions d'inscriptions en France et dans les départements d'outre-mer. Hein, donc, on voit une forte croissance des inscriptions et de l'entrée d'étudiants dans le monde de l'enseignement supérieur.
Il y a également une tendance très importante qui nous concerne tous, donc aussi bien dans l'enseignement supérieur, mais de manière plus globale avec la mondialisation, qui est l'augmentation de la mobilité internationale. Donc la France, voilà, est un pays d'accueil. On est placé au 5e rang, en fait, voilà, des pays d'Europe qui accueillent le plus d'étudiants étrangers et internationaux dans leur cursus. Donc voilà quelques chiffres, hein, ça représente 358 000 étudiants accueillis en France. Donc je précise, ce sont des chiffres communiqués par Campus France. Voilà. Donc la forte augmentation, donc c'est 4,3%, voilà, en un an, et sur 5 ans, on monte à plus de 21% d'augmentation, hein, sur la mobilité internationale. Alors bien entendu, cette mobilité s'inscrit en fait dans une stratégie d'internationalisation des établissements de l'enseignement supérieur. Toujours pour que la France devienne une grande nation universitaire et se hisser, voilà, dans les rangs des classements internationaux, notamment. Et juste un mot, peut-être qu'Elisabeth peut dire un petit mot sur grande diversité des parcours en France et dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup d'étudiants et une grande mobilité avec des parcours qui ont littéralement explosé partout. Oui, en effet. Merci beaucoup, Gilbert. Donc, bonjour tout le monde. Donc, en effet, en fait, cette massification, c'est la mobilisation à l'international et également l'internationalisation de l'enseignement supérieur, fait qu'il y a une diversification des parcours, en fait, qui est très importante. Et donc, on peut le voir que ce soit à l'international ou en France. Donc, avec des étudiants internationaux, en fait, qui viennent de partout, partout dans le monde, avec des systèmes éducatifs, en fait, très spécifiques de diversité, avec des établissements aussi avec des spécificités qu'il faut prendre en compte. C'est très important quand on fait des admissions, donc pour pouvoir reconnaître et pouvoir savoir si les établissements, quel est le statut de l'établissement, s'il est reconnu, s'il n'est pas reconnu. Et ça aussi, je vous disais, ça existe également en France. Donc, on a une diversité des parcours, donc des étudiants qui font un double cursus, des licences, en fait, que c'est assez difficile à comprendre. Donc, c'est très important de comprendre le parcours pour mieux arriver à une meilleure vérification. Alors, Raphaël, on voit bien au travers de ce que nous a dit Elisabeth, la matrice, elle a tellement d'entrées, c'est international, nombre d'étudiants, diversité des parcours, ce qui conduit évidemment, il faut une méthodologie pour vérifier, sécuriser. Vous parlez carrément de fraude, hein, parfois. Oui, tout à fait. Hein, ce constat, en fait, ces nouvelles tendances et ces facteurs qu'on a mis en avant, donc imposent aux établissements de mettre en place une stratégie globale de sécurisation de leur processus. Hein. Donc, cette sécurisation va de l'admission, voilà, de leurs candidats dans leur programme. Donc, ça, on le détaillera voilà, un petit peu plus tard dans la conférence. Juste à la diplomation. Une fois que le candidat étudiant se retrouve diplômé sur le marché du travail pour son insertion professionnelle. Et durant tout son parcours, bien sûr, toute sa scolarité, il y a aussi cette notion comment délivrer des documents de plus en plus sécurisés. Parce que, donc même si ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, la fraude est une réalité. Hein, voilà, donc elle peut prendre différentes formes. Si vous voulez, nous, sur les vérifications constatées, on a un taux de 6%, voilà, de faux diplômes déclarés dans le cadre d'embauche. De faux diplômes, tout à fait. Et donc, cette stat, en fait, ça s'inscrit sur l'ensemble de nos clients. Il faut imaginer que ce sont des candidats qui ont signé une autorisation qui autorise Veridiploma à procéder à la vérification du diplôme auprès d'établissements. Donc, le candidat est informé. Il peut fournir aussi des documents, donc des faux documents, en l'occurrence, s'il s'avère qu'il est non diplômé. Et donc, c'est un phénomène réel. Même un candidat prévenu, informé, qui signe une autorisation, donc qui s'engage auprès d'un employeur ou auprès d'un établissement pour entrer dans un programme, peut fournir malheureusement des faux documents. Donc, quand on parlait des différentes formes, ça peut aller de la simple modification d'un document sur Photoshop. Hein. Aujourd'hui, tout le monde peut maîtriser ces outils. Après, on peut aller un peu plus loin. Il y a des achats, voilà, de faux diplômes. Oui, c'est ça. Vous nous disiez quand on préparait qu'il y a des sites qui vous donnent des faux diplômes. Enfin, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Donc, à la création de Veridiploma, au début des années 2000, il y avait énormément de sites de faux diplômes où on pouvait acheter des diplômes. Il y avait eu quand même des actions de la part des ministères qui avaient fait fermer voilà, ces sites. Et là, ça revient petit à petit. Et c'est une réalité aujourd'hui pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Vous pouvez vous acheter un diplôme plus vrai que nature. Voilà. Et donc, ce qui nécessite justement de ne pas se baser uniquement sur le document, uniquement sur le parchemin, mais d'aller vraiment à la source de l'information pour pouvoir s'assurer que le candidat est bien présent dans le jury, dans telle formation, pour s'assurer de la véracité de l'information.
Peut-être, Marilyn, je sens qu'autour Oui. de vous, on veut parler. Alors, on entend un peu beaucoup autour de vous, hein, donc je vais vous donner la parole. Juste, Raphaël, si vous me permettez, je voudrais que Muriel et Marilyn nous fassent part de leur retour sur tout ce qui est dit. La fraude, ces statistiques qui sont quand même étourdissantes. Muriel? Oui, alors en effet, hein, nous, jusqu'à présent, pour faire la vérification, c'est très compliqué. On est obligé de demander les originaux des diplômes parce qu'un scan, on sait très bien que ça peut se falsifier. Donc, on demandait à voir les diplômes vraiment de nos propres yeux, les originaux, ce qui n'est pas toujours simple hein, pour nos étudiants internationaux. Et au moindre doute, on appelait les universités, ce qui demande évidemment un travail de fourmi. Mais voilà, ça, on a pu se rendre compte effectivement en appelant les universités directement qu'il n'y avait pas forcément, voilà, qu'il y avait eu des fraudes effectivement. Donc c'est un sujet pour vous hein, quand même. Hein. On voit bien, ça vous angoisse pas le matin quand vous vous levez quand même, mais ça fait partie des... Maintenant qu'on a Veridiploma pour faire ça pour nous, plus du tout. Voilà, on ne peut pas faire meilleure pub. Marilyn, même question. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ce qu'on a dit? Parce que est-ce que c'est affolant ou finalement c'est la nature des choses? Alors pour moi, je n'ai pas du tout ce souci de faux diplômes puisque je suis donc gestionnaire des diplômes depuis 2 ans et j'ai toujours utilisé Veridiploma. Je n'ai jamais eu à vérifier des diplômes papier. Donc pour moi, je regarde dans l'apogée si l'étudiant a bien obtenu son diplôme et je clique, donc c'est fait en 3 secondes, quoi. Ah oui. Donc, moi, ça veut dire qu'il y a des solutions. Hein. Pardon? Il y a des solutions, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ah ben oui, nous c'est très très simple d'utilisation et ça fait un gain de temps. Après moi j'ai pas de recul, effectivement, j'ai jamais connu je n'ai connu que Veridiploma en fait. Donc, ah bon, bah alors, d'accord. Ok. Alors, Marilyn, coupez votre micro si vous êtes d'accord, comme ça nous évite d'entendre autour de vous parce que quand je vous relance. Raphaël, oui. Ça veut dire que Elisabeth, ça veut dire qu'un outil est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, à date, piloter un établissement d'enseignement supérieur sans avoir une méthodologie, une approche. Tout à fait. Donc, effectivement, les phénomènes hein, qu'on a évoqués sur l'augmentation des volumes ont obligé les établissements à s'organiser. Et l'organisation et la sécurisation du processus va passer aujourd'hui par le numérique, donc l'installation d'outils. Et ce que je souhaiterais préciser, c'est qu'il y a un outil pour chaque action, en fait. Là, il y a 2 sujets hein, qui ont été évoqués. Il y a la vérification lors des admissions. Hein, donc, c'est Madame Muriel Grandjean qui a partagé son expérience, donc qui va vérifier les diplômes dans le cadre des admissions d'étudiants dans leur programme. Voilà. Donc, pour assurer que le candidat soit bien diplômé, donc ils vont utiliser une solution donc vérification. Voilà. Et ensuite, après, il y a la partie recruteur. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le candidat est diplômé, donc à la sortie, donc c'est plutôt le cas qui a été présenté par Marilyn de l'Université de Toulouse, quand le candidat va se retrouver sur le marché de l'emploi, donc le recruteur, en France ou en international, va souhaiter vérifier le diplôme. Et dans cette procédure, il ne va pas le faire lui-même. Le recruteur, aujourd'hui, ne va pas appeler chaque école. Il va donc passer par un tiers de confiance, donc, qui peut être Veridiploma, et qui va lui proposer un outil sécurisé qui va lui permettre justement à la fois de déposer sa demande et à l'établissement de pouvoir y répondre de manière simple, tout en gagnant du temps et avec une couche de sécurité supplémentaire. Et il y a un mot peut-être pour commenter? Oui, Isabelle? Oui, pardon, je n'ai pas entendu. Oui, je voulais en fait ajouter… Merci. Je voulais aussi ajouter en fait qu'en plus des outils, c'est vrai que c'est très important d'avoir ces outils-là qui vont fluidifier et faciliter en fait également le travail des services de scolarité et pour nous en fait également le travail des vérifications dans les cas des admissions. Ce qui est important aussi, et c'est une valeur ajoutée en fait de la société, c'est de pouvoir en fait avoir un process avec un process assurance qualité dans notre travail au quotidien. Donc, nous, on a les sources fiables qu'on va aller solliciter. Donc, tout à l'heure, par exemple, quand Muriel parlait des établissements, donc ils ne demandent pas, ils demandent les originaux et s'ils sont en doute, bon, ils vont appeler l'établissement.
Donc, il faut aussi savoir qu'il y a des établissements qui s'appellent des diplomamies, donc c'est des moulins à diplôme, qui n'existent pas voilà, réellement et qui délivrent des documents qui ressemblent à des vrais documents. Donc, quand vous allez appeler l'établissement, la personne qui est derrière va dire oui, la personne a obtenu le diplôme. Donc, c'est aussi important d'aller vérifier la fiabilité de la source. Donc, les outils, plus un process assurance qualité avec des sources fiables, c'est important pour la confiance. Muriel, alors moi j'aimerais qu'on fasse un flashback, on regarde dans le rétro si vous êtes d'accord. Quand on préparait cette conférence, vous me disiez, mais avant on fonctionnait à la mano, hein, si je puis dire, c'était Emmanuel. Rappelez-nous comment vous faisiez avant que ce process existe. Et bien, donc, par exemple, pour le concours international, donc voilà, je gère plusieurs concours, mais prenons l'insertion internationale. Donc, mon collègue David, qui s'occupe de ce concours, demandait à tous les étudiants en début d'année de venir présenter leur diplôme. Donc, comme vous l'avez dit, on a plusieurs campus. Donc, déjà, j'ai pas tous les étudiants sous la main. Donc, il faut que chaque campus demande à chaque étudiant de se présenter. Donc, il faut qu'on ait un fichier partagé pour savoir qui est venu, etc. On recrute énormément l'international. Donc, demander à des étudiants chinois ou indiens de nous présenter leur original qu'ils n'ont pas encore reçu, qu'ils vont recevoir. Donc, ils doivent soit retourner, soit le faire envoyer. Donc, vous imaginez bien le stress de nous envoyer en original. Et non, mais vous me disiez, vous avez 2 personnes à temps plein, enfin 2 personnes dédiées. Alors oui, alors c'est même plus que ça, puisque par exemple pour le MIME, c'est une personne par campus en fait qui faisait ça. Et très honnêtement, à la rentrée, ça lui prenait presque tout son temps. Enfin, je vous laisse imaginer les files d'étudiants devant le bureau toute la journée pour venir présenter le document original. Ouais. C'est un vrai problème hein, pour les organisations. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi Muriel, vous avez énormément d'authentification de diplômes tant que ça? En fait, tous les étudiants qu'on recrute, on doit s'assurer qu'ils ont bien… on les recrute en Master 1, donc on doit s'assurer qu'ils ont bien leur Bac+3. Tous. Voilà. D'accord. Marilyn avait une petite question, voilà, elle intervient. Mais Muriel, ce que vous nous dites en fait en creux dans tout ça, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter uniquement sur le contrôle humain en fait maintenant aujourd'hui. Surtout qu'on a effectivement des effectifs qui grossissent et donc on ne peut plus se permettre de faire à la main. Comme je vous disais, il fallait appeler les universités si on avait un doute. Donc en France, ça va. À l'étranger, ça devient compliqué de contacter. Donc non, le volume fait que c'est plus possible. Aujourd'hui, j'avais noté cette question pour vous. Est-ce qu'on est sûr à 100% ou on se rapproche de 100%? On fait notre maximum pour être à 100%. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'appeler quand on a le moindre doute. Mais voilà, on n'est pas spécialiste et jusqu'à présent, on ne pouvait pas appeler toutes les universités à l'étranger. On le faisait en cas de doute. Mais c'est vrai que d'avoir un système qui nous permet d'être sûr que c'est à la source pour tout le monde, là, je suis sûre à 100%. Marilyn, vous vouliez parler, eh bien vous allez parler. La problématique en ce qui vous concerne, elle est un peu différente. Je m'explique. Vous êtes, d'abord Toulouse, c'est une très grande université. Hein. C'est beaucoup de monde. Ça veut dire que vous étiez, j'allais dire, harcelé, même si le terme est mal choisi, vous étiez harcelé par les demandes entrantes de vérification. Et vous avez mis une sorte de sas pour qu'il y ait un contrôle, j'allais dire, automatisé pour les demandes entrantes, c'est ça ? Alors. Votre micro. Voilà. Votre micro. Oh, ben voilà. Non, alors moi, contrairement à Muriel, je n'ai pas beaucoup de vérification de diplôme. J'en ai, je vais dire, une dizaine par semaine. Hein. D'accord. Mais c'est les recruteurs qui demandent pour vous. Oui. Voilà, c'est ça les demandes. C'est-à-dire que vous avez on vous demande souvent, enfin pour la gestion quotidienne, c'est compliqué pour vous de gérer ces demandes entrantes de recruteurs. Non, c'est pas difficile à gérer, non. D'accord. Non, ma question c'était est-ce que c'est pas trop nombreux, est-ce que c'est pas des, voilà, c'est la quantité. Au fond, c'est pas si difficile. C'est ce que je vous dis. À peu près, j'en ai une dizaine par semaine. D'accord. C'est largement gérable. D'accord. Et vous avez recours
Après, Raphaël veut dire un mot. Très bien fait. Ce sont des réponses, il n'y a qu'à cliquer dessus, des diplômés, des pas diplômés, il n'y a pas encore de résultats. Et voilà, donc c'est très très rapide. L'outil est Vous êtes en train de nous dire, oui. Vous êtes en train de nous dire que vous avez finalement un outil qui fonctionne bien. C'est ça, Raphaël? C'est ça. Très bien, oui. Voilà, tout à fait. Pour expliquer voilà, l'étonnement, parce qu'on parle d'un phénomène d'augmentation de la vérification de diplômes, qui est très vrai au niveau national, mais aussi qui est porté depuis des dizaines d'années au niveau mondial. Donc, pourquoi le témoignage de l'Université Toulouse 1 laisse apparaître qu'il n'y a que 10 vérifications à traiter aujourd'hui par les recruteurs, justement parce qu'il y a une solution qui a été mise en place de sécurisation du processus via une plateforme, d'ailleurs, qu'on met à disposition gracieusement pour les établissements. Mais avant la mise en place de la plateforme, donc le constat pourquoi on a créé cette plateforme, c'est que nous-mêmes, dans le cadre de vérification de diplômes qu'on effectuait pour nos clients recruteurs, on sollicitait donc les services de scolarité, que ce soit de Toulouse, que ce soit de l'ESCP, des universités, des écoles d'ingénieurs, et ces écoles, bien qu'elles soient partenaires, nous faisaient part des fois du manque de temps pour pouvoir y répondre et de pouvoir les traiter. Et le temps est important parce que c'est pas pour vérifier diplôme, c'est pour le candidat. On travaille, les établissements forment des étudiants pour qu'ils soient diplômés, qu'ils aient des compétences, valoriser leurs compétences et qu'ils s'insèrent sur le marché du travail. Et le recruteur a besoin de vérifier justement cette information-là. Et il y a des délais très serrés dans le recrutement quand vous travaillez dans le milieu bancaire ou autre. Si vous ne donnez pas une réponse tout de suite à votre candidat, le candidat il a une meilleure proposition. Une société va valider plus rapidement, va pas faire la vérification de diplôme et votre recruteur va perdre le candidat. Donc, il y a cette délai. Et donc, on s'est rendu compte que au sein des services de scolarité, tous les services ne pouvaient pas faire face à ces délais de réponse parce qu'il y a aussi les inscriptions, la diplomation, l'organisation des concours. Donc, c'est de là que naît le Verif Center, donc cette plateforme qu'utilise Toulouse, qui a permis de gagner du temps, de structurer la gestion des demandes de vérification et de faire gagner du temps aux services de scolarité, tout en ajoutant une couche supplémentaire de sécurisation des données, pas d'échange par mail, tous les documents sont échangés via des plateformes sécurisées, et une notion de conformité qui nie les RGPD, qu'on pourra peut-être détailler un petit peu plus tard dans nos conversations. Oui, c'est ça que j'allais aborder comme sujet, c'est que tout ce dont on parle, Muriel et Marilyn, c'est RGPD compatible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérive de ce point de vue-là. Muriel, Marilyn, s'il vous plaît, votre commentaire. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Vous, au niveau des données, effectivement, il ne peut pas y avoir de soucis au niveau de ça, puisqu'on a le logiciel Apogée qui nous confirme que l'étudiant a bien eu le diplôme, et donc, voilà, quoi. Et tout est fait. Marielle? Oui, alors on parle avant Verif Diploma ou après Verif Diploma? Peut-être les deux situations, parce que je vois bien que vous allez nous dire avant, c'était limite, après, c'est bon, c'est ça. Mais disons qu'avant, tant que les étudiants viennent se présenter avec leur diplôme, leur pièce d'identité, voilà, c'est eux-mêmes qui nous présentent le diplôme, donc pas de souci. Après, c'est vrai que quand on faisait les vérifications, nous, à la main, voilà, par téléphone, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que l'étudiant, il sait qu'on doit vérifier son diplôme, donc voilà. Après, c'est vrai que certaines universités peuvent être réticentes. On n'a pas trop eu le cas, mais voilà, à donner. C'est pas parce que je dis bonjour Muriel Grandjean avec CP Business School qu'ils vont forcément avoir envie de me donner les informations. Donc voilà. Après, avec Verif Diploma, du coup, les étudiants cochent une case disant qu'ils autorisent Verif Diploma à vérifier le diplôme, et comme ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à Verif Diploma l'année dernière pour notre première année, donc j'avais pas cette coche, ils avaient envoyé des formulaires de vérifier une personne en plus, et en fait ils m'ont bien dit, est-ce que l'étudiant est bien au courant qu'on va vérifier son diplôme? Et en fait, tant qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation de mon côté, ils ne faisaient pas la vérification. C'est quand même du boulot, Raphaël, tout ça. Le tiers de confiance, il devient de plus en plus indispensable. On disait, les transactions sont tellement nombreuses qu'il faut quelqu'un au milieu qui fasse cette espèce de garde de triage en réalité. Oui, voilà, tout à fait, parce que si on regarde voilà, établissement par établissement, cas par cas, effectivement, vous avez un diplôme, un établissement, oui, effectivement, c'est simple d'aller vérifier, voilà, d'appeler l'établissement. Il y a même des établissements qui partagent des certificats électroniques qu'on peut vérifier voilà, en ligne pour une école. Mais après, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Aujourd'hui, donc là, par exemple, le témoignage de Muriel aux admissions, c'est pas un candidat à une école. Non, c'est peut-être des milliers de candidats. Des milliers de candidats qui ont fait un parcours avec un diplôme en Chine, un autre diplôme aux États-Unis, qui vont arriver dans un programme à l'ESCP. Et donc, sur un seul et même CV, voilà, donc il y a un établissement, il faudra vérifier auprès du ministère, un autre auprès du service de scolarité, et un autre établissement peut-être aura mis en ligne un certificat. Comment s'y retrouver? Comment valider cette source? Comment appréhender toutes les technologies? Voilà, d'où la nécessité quand même d'un tiers de confiance qui va faire canaliser justement ces demandes et qui, lui, donc c'est son métier, va avoir la capacité d'identifier et de valider chaque source pour le compte justement des écoles partenaires. Et aussi, c'est la même problématique pour le recruteur. Le recruteur part d'un CV, il a un parcours, il n'est pas censé connaître tous les process de vérification de chaque école. Donc, il a besoin de passer par un expert dans son domaine. Il y a beaucoup de questions. Je peux vous dire, Elisabeth, c'est marrant, j'allais vous passer la parole. Simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que ce que vous dites est très intéressant. En tout cas, c'est un sujet qui est d'actualité ou qui est très concernant. Elisabeth, on parle un peu international aussi, parce que ce tiers de confiance, c'est pour la France, on l'a compris, c'est à peu près géré, mais dès qu'on sort du périmètre national, voire européen, c'est beaucoup plus complexe. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe en fait. Donc, quand on parle déjà au niveau européen, donc c'est un tout petit peu plus facile parce qu'il y a le processus de Bologne avec des outils en fait qui ont été mis en place pour mieux comprendre les choses et pour pouvoir traduire un peu les différents systèmes éducatifs. Mais c'est vrai que quand on parle plutôt de l'international, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des spécificités en fait des enseignements supérieurs avec des crédits qui sont pas les mêmes en fait. Les pays et les régions ne se sont pas encore mis d'accord pour pouvoir avoir une seule mesure en fait pour arriver à des crédits qui soient compréhensibles. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe quand on fait des vérifications à l'international. Quand je vous parlais tout à l'heure, c'est ces établissements-là qui c'est des moulins à diplôme et ça s'est développé en fait de phénomène de plus en plus. Il n'y a pas simplement maintenant des établissements qu'on appelle moulins à diplôme, mais également des accréditateurs, c'est des fausses accréditations, donc auxquelles il faut vraiment faire très attention. Donc, bien sûr, on va pas, il y a parmi, donc quand on parlait des 6%, dans tous les cas, pour vérifier diplôme en termes de faux, taux de faux, il y a 94% où c'est des vrais. Et donc, ça veut dire que c'est important aussi de valoriser ce parcours-là, de ces candidats-là, de ces étudiants-là, parce que ce qui est important, en fait, pour un établissement, soit l'ESSEC ou n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, c'est qu'ils doivent avoir une réponse rapidement, avec une réponse sûre à 100% et surtout éviter de donner accès en fait à un étudiant avec un faux document et qui à la fin peut-être va avoir obtenu un diplôme grande école ou un diplôme national. Et Raphaël, vous savez alors qui est-ce qui triche sur la planète le plus? Vous avez alors les 6%, ils sont répartis où? Muriel, Marilyn? Il n'y a pas de règle. Voilà, le faussaire n'a pas de visage. Non, en fait, ça concerne vraiment au niveau du recrutement tous les secteurs. Voilà, et après même sur les niveaux, on va constater des faux sur des bacs, des CAP, des BEP, comme sur des masters, des diplômes grande école, en passant par des doctorats. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça peut concerner tous les secteurs et tous les niveaux de diplôme. Après, sur le sujet de la vérification, il n'y a pas que la vérification du diplôme, c'est indissociable, comme le disait Elisabeth, aussi de la compréhension. Voilà, de la compréhension. Est-ce que l'établissement est reconnu dans son pays? Est-ce que la formation est accréditée? Est-ce que la formation va correspondre à mes prérequis? Donc, au-delà du faux, de la fraude, il nous semble, voilà, par rapport à nos expériences, que la compréhension des parcours et des diplômes est indissociable de la vérification des diplômes. Avant de prendre les questions, j'aimerais aborder un point. Alors, moi, j'ai écrit de nombreux papiers sur la dématérialisation. Et on parlait même de la révolution blockchain pour les diplômes. Ça sécurisait complètement. Et quand on vous écoute, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Alors, Muriel, Marilyn, est-ce que vous avez mis vos diplômes sur la blockchain? Est-ce que vous proposez une dématérialisation sécurisée? Alors, je vais commencer. On est en train de le faire. Donc voilà, on est en train de le mettre en place. Et du coup, les étudiants pourront avoir effectivement leur diplôme sécurisé avec même un petit lien pour mettre sur leur LinkedIn
pour que le recruteur puisse directement cliquer et vérifier le diplôme. Après, je pense que Raphaël et Elisabeth vont nous dire que c'est pas toujours simple pour le recruteur de faire confiance à la blockchain, mais en tout cas, nous, on est en train de le mettre en place, ça paraît indispensable à l'heure actuelle. Marilyn? Oui, nous, alors pas du tout. À UTN Capitole, on est très archaïque, on n'en est pas du tout là. J'en ai pas du tout entendu parler, c'est même pas à l'ordre du jour pour l'instant. Bah, c'est une grande boutique, hein, il va falloir mettre en place un outil comme celui-là avec le temps. Mais Raphaël, alors dites-nous justement, parce que la blockchain, vous pensez que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas en soi. Tout à fait. Alors, effectivement, la blockchain, comme en témoignait donc Muriel, est nécessaire. En fait, de dématérialiser les documents de scolarité, oui, effectivement, est nécessaire. Par contre, en faisant ce type de projet, il ne faut pas se tromper de cible. En fait, vous répondez aux besoins de l'étudiant. C'est-à-dire que vous allez transmettre un document dématérialisé, plus sécurisé à l'étudiant, qui va pouvoir le partager donc sur les réseaux sociaux ou bien le partager à un recruteur ou dans le cadre de procédures. Par contre, il y a des établissements qui l'ont mis en place depuis 2 ans, 3 ans, en pensant répondre aux besoins des recruteurs. C'est-à-dire, ils se sont dit, en mettant en place ce type de projet, ben, je vais stopper les demandes entrantes provenant des recruteurs qui souhaitent vérifier mes diplômés. Attendez, juste, Raphaël, vous précisez ce que c'est une demande entrante, parce qu'il y a Gaël qui nous a posé il y a 12 minutes. Qu'est-ce que c'est une demande entrante? On rappelle juste pour les verbatim. Tout à fait, je le rappelle. Donc, une demande entrante, ça provient d'une demande d'un recruteur. Voilà, donc le diplômé se présente sur le marché d'emploi, il va être recruté et la société, avant d'embaucher la personne, va procéder à une vérification de son diplôme. Et donc, cette vérification de diplôme va engendrer donc, une demande auprès du service de scolarité de l'université ou de l'école concernée. C'est la demande entrante. Voilà, pardon, voilà, parenthèse fermée. Voilà. Et donc, effectivement, donc, la demande entrante. Et donc, quand on parle de blockchain, donc c'est un service pour l'étudiant. Et les établissements qui ont mis en place ce type de projet, donc ont répondu aux besoins de l'étudiant, mais ont vu croître, continuer à croître, en fait, les demandes de vérification, donc les demandes entrantes provenant des recruteurs. Et donc, quand on connaît le métier, comme nous, donc on a depuis 2000, on commence à avoir une certaine expérience, et on voit que le recruteur a besoin encore de ce tiers de confiance. Et comme on le disait, il n'est pas en mesure d'appréhender toutes les technologies mises en place par tous les établissements, sachant qu'il part d'un CV. Et sur un CV, donc il y a un diplôme qui est réalisé dans un établissement, un diplôme peut-être à l'international ou autre. Donc, le recruteur, là, n'a pas vocation à connaître toutes les procédures de vérification, qu'elles soient manuelles par approche directe de l'établissement ou via des documents sécurisés déposés sur la blockchain ou d'autres solutions de signature électronique. Mmh. C'est bon, vous avez tout dit sur la blockchain. J'espère qu'on y voit plus clair parce qu'on voit bien que c'est une problématique qui émerge actuellement. Ça marche bien quand on sécurise. Muriel l'a dit, on peut mettre le lien sur son LinkedIn ou sur son CV ou sur ses messages. En revanche, quand on est une entreprise, la blockchain, elle a bon dos puisque de toute façon, il faut appeler faire la fameuse demande entrante. Est-ce que j'ai bien compris, Raphaël? C'est bien ça? Oui, ça marche dans un sens, pas nécessairement dans un autre. Voilà, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que la blockchain est un service pour l'étudiant et ne stoppe pas les demandes entrantes des recruteurs qui ont besoin de ce tiers de confiance. On peut prendre des exemples des recruteurs, des grands groupes bancaires qui travaillent avec nous, qui se basent sur le rapport édité par Vérif Diplômé pour pouvoir acter l'embauche. Donc, ils ne vont pas faire des vérifications eux-mêmes auprès de l'établissement, ils ne vont pas se baser sur un document dématérialisé qui soit déposé sur la blockchain, signé électroniquement ou d'autres technologies. Il faut comprendre le processus du recruteur. Voilà, la réalité, en fait, est que le recruteur se base sur un rapport d'un tiers de confiance pour pouvoir acter le recrutement, parce qu'il n'est pas en mesure de gérer lui-même ses demandes de vérification de manière ponctuelle, établissement par établissement, diplôme par diplôme et pays par pays. Alors, je viens de dire, Raphaël, Elisabeth, Muriel, Marilyn, il faut faire un peu de pédagogie. J'ai une question de Catherine qui me demande est-ce qu'on peut définir la blockchain? Alors, on doit le faire en 30 secondes, évidemment. Alors, je vais dire avec mes mots, mais je laisse après la parole à Raphaël et Elisabeth. La blockchain, c'est une procédure sécurisée qui permet d'avoir accès à des informations en toute sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'intimité des algorithmes ou de l'écriture et du code, mais voilà, en tout cas, c'est ce que cela permet, Raphaël.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est un espace de stockage sécurisé décentralisé. Hein, c'est-à-dire, ça va à l'inverse du tiers de confiance, hein, qui centralise la donnée. Là, vous déposez sur une blockchain, voilà, un document qui permet, voilà, de le conserver de manière sécurisée, de s'assurer qu'il n'a pas été modifié, voilà, au cours du temps. Et nos internautes sont vraiment merveilleux, ils se passent des messages et des adresses pour pouvoir se cultiver. C'est ça le digital, on partage, on échange, on dialogue et on se donne des informations. La sérendipité comme on l'aime, n'est-ce pas, dans les grandes écoles et les universités. On pose des questions de nos internautes, Raphaël, Elisabeth, Marilyn, ou vous voulez ajouter des petites choses? Alors, peut-être on a sur le point RGPD CNIL. Oui, bien sûr, j'allais oublier. Détailler un petit peu. Bon, voilà, vous êtes là. Ça va être un sujet un peu moins sympa, mais il faut l'aborder parce que je pense que c'est très important. On touche quand même à la donnée personnelle des candidats, des étudiants. Donc, on doit connaître les implications. Alors, effectivement, les solutions proposées sont conformes RGPD et CNIL. Hein, c'est-à-dire que toutes les vérifications réalisées sont réalisées avec l'accord du candidat, l'autorisation signée. Voilà, donc, pour simplifier les process, bien sûr, il y a des applications, des outils de signature électronique qui permettent de collecter cette autorisation systématiquement et de manière fluide et ergonomique pour le candidat. Après, donc, nous, bien sûr, au niveau de la société, il y a un DPO qui est nommé, qui doit gérer justement toute cette partie, contact avec le candidat, les éventuelles questions, accès à l'information. Et après, donc, il y a un côté, on va dire, plus structure, donc l'espace de stockage. Tous nos serveurs donc, sont basés en France. Voilà, donc on va gérer les durées légales de conservation, avec des processus de purge, voilà, de données. On tient un registre de traitement de l'information et toutes ces procédures de conformité RGPD, tous ces processus, bien sûr, sont documentés pour permettre justement à nos partenaires ou à nos clients d'avoir une garantie du bon traitement de leur dossier. C'est bon? D'accord. Alors, je passe aux questions. Si vous êtes d'accord, ça vous va, Elisabeth? Ben, si vous parlez sans micro, c'est compliqué. alors, je réponds à une question. Oui, le webinaire est enregistré. Oui, il sera en replay. D'accord? On nous dit merci pour cette table ronde. Donc voilà, ça ne fait pas de mal de se le dire. Pour vérifier les diplômes en santé hors Union européenne, comment fait Campus France? Alors bon, je peux répondre. Et les référencellements supérieurs dans les ambassades et les consulats. En gros, est-ce qu'ils ont recours à Verif Diploma dans les ambassades et les consulats, Raphaël, Elisabeth? Alors oui, donc sur les… je ne sais pas, Elisabeth, je te laisse répondre si tu le souhaites. Oui, on a un partenariat en fait avec Campus France. Et donc, on vérifie, mais c'est pour des demandes spécifiques. Mais toutes les ambassades, en fait, et tous les espaces Campus France ne font pas de la vérification des diplômes. Donc, auparavant, avant d'avoir travaillé chez Verif Diploma, j'ai vu aussi d'autres questions passer au sein du réseau ENIC-NARIC, dans le centre ENIC-NARIC France. Et il y avait également, en fait, cette question de reconnaissance et des… vous rappelez ce que c'est, le réseau européen ENIC-NARIC? ENIC-NARIC, voilà. Oui. Voilà, et donc il y avait ce travail-là qui s'est fait très rapproché en fait auprès des espaces Campus France et des Campus France en général pour la reconnaissance des diplômes. Mais c'est vrai que pour la partie vérification, qui est un bloc complémentaire de la vérification et de la reconnaissance, je n'ai pas de connaissances, mais peut-être je me trompe pour que Campus France fasse cette vérification à la source. Et dans tous les cas, en fait, nous, on a un partenariat chez Verif Diploma avec Campus France pour un certain nombre de vérifications. D'accord. Est-ce que Verif Diploma assure si l'établissement délivrant le diplôme est reconnu ou accrédité dans le pays d'origine? Car actuellement, il existe des milliers d'établissements non reconnus dans le pays d'origine. Je pense que vous passez en revue toutes les datas et les données concernant l'établissement et le diplôme. Oui, bien sûr. En fait, ça fait partie… désolé, Raphaël, j'ai commencé à parler tout de suite. Oui. Et, donc, ça fait partie, en fait, du processus d'assurance qualité aussi, de l'information, en fait, dont les établissements ont besoin. Et pas simplement les établissements, mais également les employeurs de plus en plus. Donc, sur le statut de l'établissement. Donc, on va aller vérifier à la source qu'il s'agisse d'un établissement qui existe, qui est accrédité, qui est reconnu dans le pays d'origine, et également la formation. Après, ce que je vous disais, en fait, toute la partie comparabilité du système, ça ne va pas être Verif Diploma. Ça, c'est le centre ENIC-NARIC France qui se charge, en fait, de la reconnaissance et de la comparabilité
du diplôme en France. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, cette question de comparabilité, de reconnaissance et des vérifications d'un diplôme. Parce que si on est allé vérifier ou reconnaître, en fait, un diplôme pour faire l'équivalence, on ne parle pas d'équivalence, mais de ces diplômes-là ici en France, un savoir vérifier que la personne a bien obtenu ces diplômes-là, et là, il y a un problème. Et c'est la même chose, en fait, si nous, on va vérifier que le diplôme a été bien obtenu, mais on ne s'est pas posé la question sur la reconnaissance dans le pays d'origine ou sur l'accréditation, là aussi, il y a un problème. C'est pour ça que c'est très important, cette complémentarité. On voit que, juste, je vois dans les commentaires, hein, la blockchain anime toute notre communauté, hein, puisqu'on voit qu'il y a des projets qui sont menés. Et juste, ça coûte cher de mettre en place de la blockchain, Muriel, peut-être pour répondre au sein d'un établissement comme le vôtre. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout moi qui gère ce projet, donc Ça mobilise en tout cas des moyens. Oui, bien sûr, oui, ça va. Il faut passer par un organisme. Hein. Alors, je ne sais pas quel organisme ils ont choisi, mais voilà. En tout cas, oui, ça demande un investissement de l'école, ça c'est sûr. Ça demande de l'expertise, Raphaël. Ça demande de l'expertise, hein, cette blockchain qui anime un peu notre communauté. Je vois les questions. Je poserai les autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, oui, tout à fait. Donc, il y a bien sûr un investissement déjà pour choisir la bonne solution, puis la mettre en place. Hein. Il y a des développements à faire, à mettre en place. Et après aussi, il y a des transactions. Hein. Chaque diplôme, lorsque vous déposez un diplôme sur la blockchain, donc il y a un coût à la transaction pour pouvoir enregistrer justement la donnée sur la blockchain. Donc, effectivement, il y a un budget à prévoir d'installation, de maintenance, et après, à chaque édition, à chaque dépôt de documents. Et si je ne m'abuse, il y a un impact en plus sur l'environnement plus supérieur quand on se sert de la blockchain, puisque le calcul est plus important. Ça, c'est ce que dans mes lectures diverses et variées, j'avais remarqué. Ça peut être consommateur effectivement d'énergie. On appelle miner, voilà. Ouais. Mais le fait de miner, voilà, ça peut engendrer des consommations très fortes d'énergie. Mais après, le monde évolue. Hein. Il y a des solutions aussi qui permettent justement de réduire cet impact. Mais en tout cas, il faut le prendre en compte dans sa réflexion d'un projet. Et encore une fois, on n'est pas sûr, est-ce qu'il faut faire la vérification de diplôme? On me dit que ça concerne le Bitcoin. Merci, voilà, c'est ça. Donc après, effectivement, on n'est pas sur le sujet, est-ce qu'il faut faire la blockchain ou vérifier les diplômes? Non, on a bien compris que c'était complémentaire et que ça répondait à des enjeux différents. Donc, il faut voir la chose de manière globale. Hein, c'est-à-dire la sécurisation du process, elle se passe à l'admission. Donc, l'admission, on vérifie les diplômes. Donc, peut-être que nous, on utilisera la blockchain de certains établissements pour vérifier. Hein. C'est juste une technologie, à un moment, qui permet d'aller plus vite si on la maîtrise et si on la connaît. Quand, pendant la scolarité du candidat, l'établissement, forcément, on va dématérialiser les documents pour aller plus vite. Bon, il y a le Covid, il y a l'international aussi qui accélère les choses. Donc là, oui, c'est une solution de blockchain qu'il faut, ou de dématérialisation qui permet de transmettre les documents de manière plus rapide aux étudiants. Mais une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas répondu à tout le process. Comment vous gérez les demandes entrantes des recruteurs qui continuent? Là, c'est un autre outil qui est le VeriCenter qui va permettre de gérer. Donc, il faut vraiment voir la chose de manière globale pour sécuriser l'ensemble des diplômes, l'ensemble de vos marques, l'ensemble de la pédagogie que vous enseignez. Et c'est vraiment nécessaire d'aborder ce projet global. Je vois qu'il y a pas mal de DSI qui s'étaient inscrits. Ah ouais. Voilà. Et pour les DSI, on va faire une petite comparaison quand vous faites un audit de sécurité. Voilà, vous devez corriger toutes les failles de toutes les applications. Parce que si vous avez une petite faille sur une application d'utilisateur anodine, voilà, un pirate va rentrer par cette faille, il va accéder à votre back-office. Et du back-office, il va réussir à remonter sur votre serveur et piquer des données sensibles. Voilà. Donc, si vous avez traité de manière segmentée, je sécurise mes données sur mon serveur, je sécurise mon admin et je laisse une faille, une mini-faille sur mon appli utilisateur, tout s'écroule. Voilà. Donc là, c'est un peu la même chose quand vous voulez sécuriser vos diplômes, vos titres, votre pédagogie. Il ne s'agit pas de mettre que la blockchain, que Vérif Diplôme en sortie. Non, il faut voir le processus de manière globale, avec une vérification à l'admission, de la démat durant la scolarité pour les documents de scolarité auprès de l'étudiant, et après le bloc final, le VeriCenter pour gérer les demandes de vérification des recruteurs qui continuent à affluer, à augmenter. Ah oui, le VeriCenter. Il y avait une question là-dessus. Vous l'avez vu, Raphaël, sur le VeriCenter? Oui, comment accéder au VeriCenter? Oui. Alors, vous pouvez appeler Elisabeth Zamorano, Z-A-M-O-R-A-N-O. Donc, je pourrais vous donner aussi son numéro de portable si elle m'autorise.
Donc, vous pouvez D'accord, moi je l'ai sur portable, donc j'en ai pas besoin. Allez, on va poser une question. Muriel, qui reste gratuite pour l'établissement. On forme les utilisateurs, donc n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment déployer cette plateforme. Dites-moi, Muriel et Marilyn, vous aviez du personnel qui vérifiait. Vous êtes passé à une solution digitalisée et dématérialisée. Est-ce que c'est un investissement ou c'est à terme aussi une économie, un gain en performance, en productivité? Muriel, Marilyn. Oui, mon équipe est absolument ravie de ne plus avoir à vérifier les diplômes, on va pas se mentir. Et ça leur permet surtout de faire autre chose, c'est-à-dire que donc la vérification des diplômes se faisait à la rentrée. Là, au lieu de passer son temps à attendre, parce qu'en plus de vérifier, évidemment, on faisait une copie du diplôme pour la mettre dans le dossier étudiant. Donc voilà, une personne arrive, on scanne le diplôme, etc. On coche sur la liste. Bon, je vous passe la galère. Aujourd'hui, du coup, cette personne, en tout cas dans mon équipe et sur les autres campus aussi, peut passer son temps de la rentrée à en fait travailler sur des projets, à améliorer son concours. Voilà, on utilise ses compétences de façon beaucoup plus intéressante pour lui et pour nous que juste de vérifier un diplôme. Marilyn, ça vous a dégagé du temps, hein, c'est ce qu'on croit comprendre dans les propos de Muriel. Ah, Marilyn, elle a du mal avec son micro. Hein. Voilà, c'est bon. Ça marche là? Oui. Bon. Oui, donc je disais, excusez-moi, énormément de temps, ça c'est sûr, et on répond à la demande de l'entreprise quasi instantanée. Quand on est devant l'ordinateur, par contre, voilà, c'est ça. Mais on se doit de répondre très rapidement, quoi. Par contre, c'est normal. En tout cas, ça a dégagé du temps. Raphaël, quand même, il faut poser la question parce qu'on nous l'a posée. Ça coûte cher de plugger la solution sur ces dispositifs internes, par exemple? Alors, donc, la réponse est oui et non. Alors on va commencer. Combien ça coûte, combien ça rapporte? C'est la question à se poser, c'est ça? Alors, non. Donc, effectivement, j'ai vu aussi, il y avait des questions qui demandaient une confirmation que le Verifcenter était bien une solution gratuite. Donc, oui, le Verifcenter est une solution gratuite et le restera dans le temps. Hein, donc, pour l'établissement, c'est une solution gratuite mise à disposition pour l'établissement et qui permet donc de gérer les demandes de vérification de diplôme pour le recruteur. Donc, c'est le recruteur qui a besoin du service qui va financer son utilisation. Voilà. Donc, l'établissement se voit délivrer cette plateforme, il est formé, on forme les utilisateurs, paramétrage des comptes, le suivi, la maintenance, tout est gratuit, le reste restera gratuit et c'est bien sûr encadré dans une convention, voilà, pour garantir nos engagements. Ensuite, lorsque vous positionnez plutôt dans le cas présenté par Muriel de l'ESCP, où c'est l'établissement qui va utiliser Verifdiploma pour vérifier les diplômes dans le cadre de ses admissions, là, donc, l'établissement va se positionner en tant qu'utilisateur du service. Donc là, c'est un service qui est payant pour l'établissement. Voilà. Donc après, il faut compter quelques dizaines d'euros par diplôme. C'est plus cher par rapport à l'international, un peu moins cher pour la France. Et en fonction du partenariat et du volume de vérification, bien sûr, donc nous opérons une négociation pour adapter la tarification aux besoins de l'établissement. Et à la réalité du travail, car comme on l'a vu, ça travaille de fourmi, complexe, qui nécessite un engagement, une responsabilité et une fiabilité dans la délivrance de l'information avec la mise à disposition d'outils. Donc, nécessairement, il faut prévoir un budget pour gérer ce type de prestations. Enfin, on l'a vu avec Muriel, entre deux personnes à temps plein dédiées au sujet, si on le fait en équivalent temps plein et un contrat en mode, je sais pas, en mode abonnement ou SaaS, j'imagine qu'il n'y a pas photo. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça. Ah non, il n'y a pas photo, hein. C'est sûr et certain. C'est voilà. très bon investissement. Et surtout un quota happiness de l'équipe qui est boosté, quoi. Ouais, donc, en fait, épuisé, hein. Après la vérification de vos programmes, on a des équipes mais épuisées. Mais bon, si vos équipes, voilà, on la forme, on est ravis.
Marilyn, un mot aussi sur le sujet, parce que les entreprises, elles posent quoi comme question? Elles demandent simplement si l'étudiant est vraiment diplômé. Quelle est la nature des demandes qui sont faites aux établissements? C'est juste, est-ce que c'est bien la bonne personne? Chez nous, uniquement si on peut confirmer que l'étudiant a été diplômé, en quelle année et quel niveau. D'accord. Nous, c'est uniquement ça. D'accord. Il n'y a pas de recherche complémentaire généralement qui vont au-delà. Oui, d'accord. Donc, on a quand même une information. Alors, pardon. Non, non, nous, on n'a pas d'autres demandes que ça, en fait. Alors, encore une fois, le ressenti de Toulouse est lié aussi à la mise en place de la plateforme VeriCenter. Parce qu'on l'a vu, on a beaucoup abordé le côté outils, voilà, techno, donc qui est quand même le cœur. Mais une fois que c'est mis en place, la technologie, en fait, c'est l'alliance entre la techno et l'humain, à un moment qui apporte une solution globale à 100%. Alors, on parlait des 100%, comment atteindre les 100%? La techno toute seule, c'est pas possible. Et l'humain tout seul a ses limites aussi. Donc, c'est vraiment l'alliance entre les compétences d'une équipe, voilà, de l'humain et de la techno, qui permettent d'arriver, voilà, à une solution qui répond à 100% du besoin, côté école et côté recruteur. Et donc, pour mieux comprendre qui sont les sociétés qui font de la vérification, qui sont les recruteurs qui sollicitent nos services de scolarité, on peut penser que ce sont des gros recruteurs comme Total, RTE, EDF, les grandes banques. Alors, en France, oui, elles le font, mais les vraies vérifications, le vrai volume généré et qui met sous tension les services de scolarité proviennent des sociétés qui s'appellent les background screening. Voilà. Donc, ce sont des sociétés mondiales, internationales, situées sur tous les continents et qui réalisent des milliers de vérifications par semaine. Donc, c'est un modèle c'est un modèle anglo-saxon, en fait. Hein. C'est parti, il y a eu des scandales financiers dans la finance qui ont obligé, donc les régulateurs des marchés financiers ont imposé aux sociétés financières de réaliser la vérification complète des parcours des salariés qu'elles allaient intégrer dans leur entreprise. Donc, bien sûr, ça passait par le diplôme, mais également les expériences professionnelles. Ça pouvait même aller très loin avec les pièces d'identité. Bon, bref, il n'y a pas de limite dans certains pays. Et ces sociétés-là donc captent un marché mondial de vérification. Donc, c'est le recruteur final qui se cache derrière, mais c'est bien le prestataire background screening qui va prendre en gestion les vérifications de diplôme et qui va solliciter les services de scolarité. Et donc, le VeriCenter a été mis en place avant tout à 99% pour répondre à ces spécialistes de la vérification qui génèrent la plupart des demandes auprès des services de scolarité en France. Et ce sont des machines à relancer. C'est-à-dire que c'est très anxiogène pour un service de scolarité. Vous recevez un email à 8 h du matin, parce qu'ils savent que les fuseaux horaires, voilà, 8 h du matin, hop, l'université française ouvre ses portes, donc ils vont commencer à envoyer un mail, un appel à 10 h, un autre mail à 14 h, et ainsi de suite. Il faut compléter des formulaires. Donc, bref, ce sont des sociétés vraiment qui sont armées, voilà, pour avoir les réponses le plus rapidement possible. Donc, le VeriCenter n'est pas fait forcément pour répondre aux demandes des partenaires écoles, parce que chaque école d'ingénieur ou de commerce va avoir ses partenaires de grandes sociétés françaises. Donc, ce n'est pas vraiment ces demandes-là qui vont générer une tension auprès des services de scolarité, mais c'est ces demandes des prestataires peu connus, voilà, du monde, mais nous, on les connaît très bien, donc les background screening, qui vont générer ces demandes de vérification. On a pu apprécier l'accent de Raphaël, background screening, voilà. Moi, je le dis, j'essaye. On a plein de questions. On voit bien que ça questionne quand même. Juste une question. Est-ce qu'on va généralement au-delà du niveau 1? Est-ce qu'il est diplômé, oui ou non? Elisabeth, vous évoquiez les partenariats, les parcours, les doubles diplômes. Est-ce que parfois on va dans ce niveau de finesse? Si la personne elle est diplômée ou pas, c'est ça? J'ai pas bien compris. Oui, si elle est diplômée, quand on demande une vérification pour une entreprise qui chercherait, par exemple, est-ce qu'on cherche à décrypter totalement le parcours ou c'est… Oui, bien sûr. En fait, quand on va solliciter l'établissement, donc on va demander si l'étudiant il est bien diplômé ou pas, donc s'il a bien obtenu son diplôme. Et on va en fait au-delà de ces informations-là, surtout par exemple quand on a une réponse d'un établissement qui nous dit bon ben non, nous n'avons pas retrouvé ces candidats dans nos listes des diplômés. Donc on va aller beaucoup plus loin pour savoir si le document en fait, si parfois le candidat nous a donné une copie de son diplôme, pour savoir voilà s'il n'y a pas eu un versement de date de naissance ou un problème avec le nom et le prénom, si c'est pas, donc voilà, on va vraiment creuser pour savoir s'il n'y a pas un problème. Donc oui, on va dans le détail
Et aussi, par exemple, ça me fait penser, tout à l'heure, Muriel parlait du gagne de temps aussi dans les admissions, donc et ça se fait de plus en plus également pour les employeurs, c'est qu'en ce moment, en temps de Covid, il y a beaucoup de jurys qui ont été décalés. Donc, on a pas mal de réponses pour des étudiants où on nous dit « oui, il est bien inscrit, il a fait sa conformation, mais il faut encore qu'il passe son TOEIC quand son jury de diplomation a été décalé. » Et donc, nous, on va revoir par la suite, après les jurys de diplomation, pour assurer s'il est diplômé ou pas. C'est vrai que la crise nous a mis un peu de turbulence dans tous les process de recrutement et les processus. Alors, on est vrai que ça recrute plus, parce que les entreprises ont un peu mis le pied sur le frein. N'empêche que ça continue et ces décalages de temps posent problème. Muriel, une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que ça vous a permis de recruter plus ou recruter mieux? De faire appel à une solution de vérification de diplôme? Oui, de digitaliser tout ça. Alors, bon, ça fait que1 an, donc on verra sur le long terme. Mais après, oui, j'ai envie de dire que ça nous permet de recruter plus et mieux, puisque, comme je vous disais, les personnes qui s'occupent des concours ont du temps pour faire autre chose que vérifier des diplômes, ce qui forcément permet d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer le recrutement et donc, je l'espère, de recruter plus et mieux. Surtout, ça nous permet de nous assurer, comme vous le disiez, vraiment à 100%, même à 200%, qu'on n'a pas de problème de diplôme, etc. Nous, on va même aller beaucoup plus loin l'année prochaine, c'est que pour certains recrutements, on va même demander à Veridiploma de vérifier avant l'admission des moyennes qui ont été communiquées. Ah oui, les bulletins de notes, les fameux. D'accord. Marilyn, en ce qui vous concerne, quand une entreprise, vous avez dit ça, c'est quelques secondes, ça veut dire que vous avez plugué un outil qui est assez ergonomique, puisque ça, vous parlez de quelques secondes pour avoir la réponse. Oui, du moment que je suis sur mon ordinateur, comme le logiciel Apogée est ouvert, je ne fais que contrôler le nom de l'étudiant avec la date de naissance. Et si je vois qu'il est admis à tel ou tel diplôme, je clique sur le diplômé et voilà. Par contre, contrairement à Elisabeth, ce qu'elle disait, c'est que nous, par exemple, un étudiant qui a un master, il y aura des entreprises qui nous demandera s'il a été diplômé de sa licence. Ça va s'arrêter là. Ce ne sera pas tout son parcours universitaire. D'accord, c'est bien de le dire. Voilà. Et après, pour apporter une précision également à ce niveau, effectivement, nous, dans la partie Verific Center, donc on parlait qu'il y avait l'humain qui rentrait aussi dans l'équation. C'est-à-dire que les global screening, donc ces sociétés-là internationales, des fois ont du mal à appréhender les différents noms de formation en France, parce que même des recruteurs français, la complexité, la diversité, même au niveau national, du nom des formations qui peuvent évoluer est plus ou moins complexe, nécessite en plus de la vérification une compréhension. Et quand vous avez mis un établissement mis en place à Verific Center, nous on apporte le support aux recruteurs. C'est-à-dire que d'une part, les demandes de vérification, pourquoi il n'y en a que 10 qui arrivent auprès de Toulouse aujourd'hui? Parce que Toulouse a mis sa base de données de diplômés dans l'outil Verific Center. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des vérifications de diplômes. Donc, ça se trouve, il y en a 10 fois plus de demandes de vérification. Mais elles sont répondues automatiquement via la plateforme Verific Center. Déjà, les 10 vérifications qui sont traitées ne sont pas la réalité, sont uniquement celles qui restent, qui n'ont pas pu être répondues automatiquement. Pourquoi? Il y a un problème de nom, la personne est non diplômée ou autre. Donc là, il faut l'intervention de l'établissement, de la scolarité, qui va pouvoir faire des recherches plus poussées dans son logiciel Apogée ou bien auprès des services des archives. Ouais. Et après, même une fois que la réponse est apportée, donc elle soit apportée automatiquement via la base de données, donc de manière instantanée, que ce soit 3 heures du matin pour les Chinois ou minuit pour les Américains, la réponse est apportée, même en plein mois d'août. C'est l'intérêt quand même de ces plateformes et de mettre la base de données dans la plateforme. À un moment, le recruteur a besoin de compréhension. Et donc, il ne va pas interroger directement les services de scolarité, parce que ça va générer encore de la surcharge pour ces services-là. Il va générer une demande auprès de Veridiploma. Donc, c'est nous qui allons assurer le support et les premières réponses auprès du recruteur. Donc, diplôme grande école, oui, est-ce que c'est bien un master? Oui, c'est bien un master, etc., etc. Donc, toutes les questions qui peuvent découler d'un recruteur, qui plus est international et qui connaît peut-être un peu moins bien le système éducatif français. Alors, Odile qui dit, visiblement, je crois voir une pointe d'inquiétude dans sa question. Cela vous donne donc accès à la base de données de l'école.
Sous-entendu, mais vous avez accès à tout. Non, pas du tout. Donc, on est bien donc sur une plateforme établissement. Hein, c'est-à-dire que c'est l'école, c'est le Very Center de l'école et c'est l'école qui gère sa plateforme. Hein, donc, c'est-à-dire que nous, on met à disposition le logiciel, les formations. Après, si on rentre un peu dans la technique, vous avez des solutions serveurs. Hein, c'est-à-dire que le logiciel peut être installé sur les serveurs de l'établissement. VerifDiploma n'a pas accès à ces données-là. Hein, c'est l'établissement qui va gérer son Very Center. Nous, on peut l'aider au paramétrage, à l'accompagnement. Et que s'il le souhaite, va intégrer la base de données de diplômés, mais dans sa plateforme. VerifDiploma, il n'y a pas accès. Voilà. D'accord, ok. Donc, je crois que Odile va être rassurée alors. Ah oui, c'est fabuleux, on nous dit merci, on s'excuse de devoir partir avant. Ça veut dire, moi je pense que vous étiez passionnant, hein, c'est juste ça. Hein. C'est pour ça que cette table ronde est couronnée de succès. Une question, parce que pour le novice que je suis et le non-technicien, non-techno que je suis, le plugin est compliqué, ça demande un travail de collaboration entre vous parliez des DSI, entre les services DSI et les équipes VerifDiploma. Alors, donc, quelqu'un veut peut-être apporter son regard ou je peux répondre comme vous souhaitez. Marilyn a bougé, je pensais qu'elle allait dire quelque chose. Non, d'accord. Muriel. Ok. Donc, non, en fait, le Very Center, 24 heures, top chrono. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez en place la solution SaaS, hein, qui est la solution la plus simple, et aujourd'hui, hein, qui est utilisée par tous nos établissements partenaires. Il y a plus de 500 utilisateurs du Very Center aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une plateforme qui est déployée donc au niveau national. Et j'ai vu quelques questions au niveau international. Bien entendu, ce modèle-là, il y a les mêmes problématiques en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Inde, dans tous les pays. Donc, cette plateforme-là a vocation à être utilisée par toutes les universités ou écoles en Europe ou dans d'autres pays. Et donc, le déploiement est extrêmement simple en mode SaaS. Nous créons des codes d'accès. On paramètre, il y a des réponses types. Voilà, donc en 24 heures, nous, on a l'expérience. On met à disposition le Very Center auprès de l'établissement. Le seul travail de l'établissement va être de rediriger en fait les demandes de vérification qui arrivent par mail ou par téléphone, le plus souvent par email, sur cette nouvelle plateforme. Voilà, donc peut-être… Vous voulez pas nous faire une petite démonstration, Raphaël? Vous aviez, quand on a répété, vous m'avez fait… Oui, je pense qu'on va imager un petit peu nos propos. Bah oui, voilà, pour tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche. Alors, on va se mettre dans la peau d'un recruteur. Vous voulez un recruteur anglais, américain, chinois? Dites-moi, ce que vous préférez. Le chinois, pas trop en ce moment. Allez, un anglais. Allez, un anglais qui parle français alors. Donc, il va taper vérifier diplôme Toulouse 1. Voilà. Ouais. Il ne connaît pas VerifDiploma. Donc, il veut vérifier un diplôme de Toulouse 1. Donc, en référencement, voilà, il va arriver sur demande d'authentification. Bon, bah, très bien. Il se rend sur ce lien, il arrive sur la magnifique page de l'Université de Toulouse 1, qui va expliquer tout simplement que Toulouse 1, à la pointe du progrès et de l'innovation, contrairement à ce qui a pu être dit, j'ai entendu archaïque, mais en tout cas sur la gestion de la vérification de diplôme, c'est faux. Donc le recruteur va se voir rediriger sur cette page et Toulouse 1 va lui expliquer que justement, ils ont mis en place une plateforme qui permet de répondre plus rapidement aux demandes de vérification maintenant des recruteurs. Il y a même les questions, voilà, pour bien rassurer sur le cadre légal, sur tout le processus. Et le recruteur, via cette page, va accéder au formulaire qui va lui permettre de déposer sa demande de vérification. Donc, tout simplement, il va pouvoir choisir donc, le niveau, voilà, hop, après on a tous les références de l'établissement, etc. C'est payant? C'est payant? Oui, donc sur le Very Center, c'est un modèle gratuit pour l'établissement, mais après, c'est le recruteur qui va financer, car c'est l'utilisateur du service. D'accord. Comme on l'a vu, sont des prestataires de vérification. Hein, donc, partout dans le monde, en fait, ils vont payer un ticket pour avoir accès aux vérifications. Quand vous faites des vérifications en Inde, ça peut coûter 70 €, hein, une vérification de diplôme. Donc, en fait, c'est vraiment un marché existant, une procédure qui est admise par ces sociétés-là de global screening qui vont générer les demandes de vérification. Donc là, effectivement, donc il y a un ticket, donc c'est une vingtaine d'euros, voilà, pour accéder à la vérification du diplôme. Mais au-delà, il va avoir une prestation avec une réponse immédiate. Il a une plateforme avec un rapport de vérification, un historique. Donc, il a un réel service en plus. Il faut imaginer que ces global screening, ils ont un engagement de délai de réponse.
Donc, ils ne veulent pas une information forcément gratuite qui prend 3 semaines ou 2 semaines. Ils préfèrent avoir payé 20 euros. De toute façon, c'est dans une facturation globale. C'est un modèle économique qui existe aujourd'hui auprès de ces prestataires. Ils préfèrent payer 20 euros et avoir accès immédiatement à l'information avec un rapport formalisé qui rentre dans le cadre de sa procédure. Donc, le recruteur va pouvoir déposer sa demande de vérification, voilà, déposer également tout ce qui est autorisation, tous les documents demandés par l'école. Et si l'information est présente dans la base de données, donc l'information va être immédiate et instantanée pour le recruteur. Si l'information n'est pas présente dans la base de données, il va y avoir une notification qui va parvenir donc au service de scolarité de l'université. Et donc l'université a une plateforme, voilà, donc la plateforme VeriCenter côté école, qui va lui permettre justement d'accéder et de traiter les demandes de vérification. Donc là, on voit il y a quelques demandes de vérification. Donc, vous accédez à votre dossier de vérification. Vous retrouvez un certain Zhang. Voilà. Donc, on parlait de la Chine, effectivement. Tous les documents, l'autorisation, les copies de diplôme sont téléchargeables. Une fois que la vérification est effectuée par l'établissement, vous avez des réponses types qui sont préenregistrées. Voilà. Donc, l'établissement ne perd pas de temps à rédiger de mails ou autre. Et après, va pouvoir valider directement la réponse qui sera envoyée au recruteur avec un rapport de vérification. Et après, l'avantage, c'est que vous avez un historique de toutes les demandes de vérification. Il y a des fiches entreprises. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les recruteurs qui ont demandé, en fait, les vérifications de diplôme. Là, voilà, vous pouvez retrouver toutes les sociétés qui ont fait appel au service. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de société française. Vous n'avez que des prestataires internationaux. Voilà, l'établissement peut exporter aussi les fiches entreprises demain pour faire de la relation, faire des études. Voilà. Donc là, c'est l'outil, la plateforme donc de l'université. Marilyn, regardez, il y a une question pour vous. Toulouse 1 a adopté un tarif. Je ne comprends pas la question, mais j'imagine que quelqu'un la comprend. Marilyn. C'est quoi la question, pardon? Toulouse 1 a adopté un tarif, point d'interrogation. Oui, c'est 20 euros. D'accord, bon ben voilà. Et Raphaël, oui. Non, je te laisse terminer, désolé. Non, je t'en prie. Tu peux poser ta question, Elisabeth, tu as apporté ton complément d'information. Oui, en fait, je voulais montrer, mais je crois que tu as fermé le slide là où il y a le VeriCenter. On peut voir en fait la proportion, ce qui est très intéressant, en fait, la proportion des données automatiques et des dossiers manuels. Donc, étant donné qu'on a en fait des dossiers qu'on travaille avec la liste des diplômés des établissements, donc on cherche au fur et à mesure à inverser en fait la tendance et que les demandes soient beaucoup plus traitées de façon automatiquement que manuellement par les équipes des scolarités. Donc, ça, c'est une chose importante aussi au niveau du paramétrage. En fait, c'est très rapide, donc avec les DSI également, mais il y a également en fait la partie paramétrage par la suite. Par exemple, moi, je rentre en contact avec les différentes personnes et on peut en fait paramétrer l'outil selon l'organisation de l'établissement. Donc, si l'établissement est centralisé, on va faire un paramétrage centralisé. Mais si l'établissement est plutôt organisé en portefeuille de formation qui est complètement cloisonné, l'outil permet également en fait ces cloisonnements au niveau des vérifications. Parfait. On est bien. On arrive à la fin de cette conférence. Raphaël, Elisabeth, Muriel, Marilyn, on a dit plein de choses passionnantes. J'aimerais faire un tour de table avec vous. Vers quoi on va aller? Est-ce que, par exemple, l'outil va vous permettre de sélectionner de manière plus qualitative, de changer vos process de recrutement, de faire évoluer un certain nombre de choses? Quel est le chemin que vous permet d'emprunter ces nouvelles solutions? Moi, comme je l'ai rapidement évoqué, c'est vrai que là, on s'oriente, on va tester pour l'année prochaine sur un plus petit programme, un petit nombre de candidats, de vérifier les relevés de notes, parce qu'obtenir son diplôme à la fin, c'est bien, mais la sélection se fait aussi sur les moyennes obtenues. Donc voilà, on pousse un peu plus loin la vérification.
Et voilà, si ça fonctionne, on pourra envisager de l'étendre à plus de programmes. Donc ça veut dire aussi un meilleur recrutement, parce que ça permet de potentiellement trouver des personnes qui auraient essayé de mentir un peu sur leur relevé de notes. Donc voilà, on se pousse vers plus de vérification. Plus de la spécificité des diplômés, encore plus d'intimité, c'est ça aussi l'intérêt. C'est ça. Bon, c'est une école d'excellence et on sait que les étudiants sont de plus en plus malins. Donc on essaye par tous les moyens de rester une école qui a un recrutement exigeant et qui nous permettra de recruter encore mieux et encore plus et de gagner encore plus de temps, de temps humain. Marilyn, merci Muriel, mes amitiés à Franck Bournois. Marilyn, une question, est-ce qu'au fond, ça permet de faire du sourcing d'entreprise? Parce que toutes celles qui vérifient, c'est autant de contacts avec des professionnels qui sont intéressés par vos diplômés. Oui, tout à fait. Après, moi, je n'ai pas de contact direct avec les Mais vous n'en profitez pas parce que ce serait une bonne solution pour aller faire un peu de relations entreprises, j'imagine, derrière. Alors, nous, déjà, on n'est pas une scolarité, nous. Moi, c'est le service des diplômes. Donc, c'est vraiment le service des diplômes qui gère les scolarités à UTN n'utilisent pas Véridiploma, c'est uniquement le service des diplômes. Et donc, on n'a pas pour l'instant ce lien de faire avec les entreprises. Non. Mais ça viendra parce qu'à Toulouse, il y a beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup, Marilyn. Elisabeth, Raphaël, comment vous dire merci parce qu'on a appris plein de choses. On a parlé évidemment de l'outil Véridiploma et vous étiez notre partenaire, mais on a aussi appris plein de choses sur la blockchain, sur le Bitcoin. On a profité aussi. Mais ça nous a permis en tout cas de mettre le doigt sur un vrai sujet. Elisabeth et puis Raphaël pour conclure. Merci beaucoup, Gilles, pour ce temps de partage avec tout le monde. Merci Muriel, merci Marilyn. Je pense que nous, en tout cas, en tant que société pour Véridiploma aussi, le défi, c'est pour pouvoir en fait continuer à offrir ce service de qualité aux établissements et aux employeurs, donc on puisse s'adapter aussi à la demande qui va être croissante et que nous, on puisse continuer à donner des réponses de qualité. Donc voilà, adapter nos processus et pour pouvoir absorber les demandes qui arrivent. Raphaël? Oui, un grand merci à vous, Gilbert, Muriel et Marilyn, d'avoir participé. Et on souhaite peut-être prolonger aussi cet échange avec tous les participants. Donc surtout, ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour prolonger cet échange passionnant. Et effectivement, encore de nouveaux enjeux pour Véridiploma. Là, on a fait le point sur une situation actuelle, mais le monde de l'enseignement supérieur évolue très, très vite, celui du recrutement aussi. Donc, j'espère que très prochainement, on pourra aussi apporter des évolutions et vous proposer des nouveaux sujets toujours passionnants à partager ensemble. On a des remerciements, Odile, Nathalie, Catherine qui nous disent merci. Moi aussi, je vous dis merci. C'est un vrai plaisir de faire des conférences et des temps d'échange où on a vraiment une densité de contenu aussi forte. C'est un plaisir. Je vous propose à tous qui nous écoutez de continuer à suivre notre e-Sync éducation et recherche. Ça dure jusqu'à vendredi. J'aurai le plaisir d'animer un certain nombre de tables rondes autour du digital, mais aussi autour de l'international. Et vous verrez là encore des choses passionnantes seront dites. Merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir, merci. Et voilà.